Bonjour. Alors, on va commencer donc aujourd'hui le cours. Donc, on est pendant 1 heure et demie ensemble. En fait, la première partie du cours, donc c'est contrôle de la ventilation. Là, on va en avoir pour une demi-heure à peu près. Et ensuite, on passera l'heure suivante donc à parler du fœtus et de la naissance, de ce qui se passe donc chez le fœtus et à la naissance. Alors, le contrôle de la ventilation, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'objectif là, c'est de comprendre comment est contrôlée la fonction des muscles respiratoires. Donc on revient un petit peu au premier cours où on a parlé de la mécanique et on a bien dit qu'à chaque inspiration, en fait, chaque inspiration, elle correspond à une contraction des muscles inspiratoires. Et on avait dit aussi à ce moment-là que les muscles respiratoires n'étaient pas comme le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, il y a des cellules pacemakers dans le muscle, vous l'avez vu, qui vont faire qu'il y a une contraction musculaire et que cette contraction du muscle cardiaque, elle existe indépendamment même de toute stimulation neurologique. L'innervation sympathique et parasympathique, elle va moduler le rythme cardiaque, mais ce n'est pas elle qui va impulser donc, les contractions. Au niveau de la respiration, c'est complètement différent. Les muscles respiratoires n'ont pas d'activité pacemaker, et donc il faut qu'ils aient un ordre qui vienne du système nerveux central, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le plan, c'est de voir toute la boucle, en fait. Donc c'est les effecteurs, les centres, les récepteurs, et puis regarder, donc en fait, une fois qu'on a mis en place tout le système, regarder ce que c'est que la réponse ventilatoire. Alors, il y a d'abord un schéma général que vous allez revoir à chaque fois qu'on va parler, dans tous les cours de physio, qu'on va regarder comment est régulée une variable par le système, lorsque c'est par le système neurologique. Donc, on a une variable régulée. Qu'est-ce que c'est une variable régulée? C'est une variable qui va rester à peu près dans des limites constantes, qui est maintenue dans des limites constantes tout au long de la vie, quasiment quelles que soient les conditions extérieures. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis débit cardiaque, est-ce que c'est une valeur régulée, le débit cardiaque? Allô? Allez, lancez-vous. C'est pas grave. C'est une valeur régulée ou pas? Le débit cardiaque n'est pas une valeur régulée, puisque clairement le débit cardiaque s'adapte en fonction de l'activité physique que vous allez avoir. Vous savez bien que si vous mettez à courir ou à faire un exercice, votre débit cardiaque va augmenter énormément, puisqu'il va y avoir une augmentation de la demande en oxygène, demande en nutriments, et le débit cardiaque va s'adapter. D'accord? Donc le débit cardiaque, par définition, n'est pas une variable régulée, c'est une variable qui va s'adapter. Si je vous dis pression artérielle, est-ce que c'est une variable régulée ou non? Donc là, évidemment, vous allez, a priori, je vous donne un exemple contraire. Donc la pression artérielle, oui, c'est une variable régulée. La pression artérielle, alors bien sûr, c'est toujours pareil, elle est on dit dans des limites variables. C'est-à-dire que si vous faites un exercice, la pression artérielle va augmenter un petit peu. Si vous faites si vous vous allongez et vous vous levez brutalement, allongé, la pression artérielle va être un peu plus basse et vous vous levez brutalement. Vous savez, parfois d'ailleurs, vous avez un petit peu un étourdissement parce qu'en fait, la pression artérielle, c'est pas tout à fait encore bien maintenue et bien adaptée. Et donc, vous avez un petit étourdissement parce qu'il y a un peu moins de sang qui arrive au niveau du cerveau quand vous vous êtes levé brutalement. Mais globalement, la pression artérielle va rester dans des limites relativement constantes, quelle que soit l'activité que vous avez. C'était la même chose, on avait eu le cours l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la thermorégulation. Donc là, c'est dans le cours, Claire, dans le titre du cours, la température centrale du corps, elle va être maintenue dans des limites à peu près constantes, quelle que soit l'activité que vous avez. Même si, bien évidemment, à l'exercice, la température peut augmenter, mais il y a des mécanismes pour faire qu'elle n'augmente pas trop. Alors, donc ça, c'est l'important en physiologie, la régulation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, si on a une variable régulée et qu'elle est régulée d'un point de vue neurologique, comment ça se passe? On va avoir d'abord des récepteurs qui vont être situés évidemment dans des endroits importants pour la variable, donc des récepteurs qui sont sensibles aux variations, aux petites variations de cette variable. Ils vont aller donner cette information au niveau du système nerveux central par des voies qu'on dit afférentes, c'est-à-dire qui amènent l'information vers le système nerveux central. Le système nerveux central va intégrer cette information et par des voies dites efférentes, donc des voies neurologiques qui s'éloignent du système nerveux central et qui vont aller vers ce qu'on appelle des effecteurs. Évidemment, les effecteurs, ils sont variables selon la variable qu'on va... ils sont différents selon la variable qu'on va étudier. Et les effecteurs vont
avoir une réponse adaptée pour ramener la variable dans les valeurs donc à peu près constantes de l'organisme. Alors, pour ce qui est, nous, de la respiration et de la ventilation, quelles sont les variables régulées? Les variables régulées, en fait, c'est les PO2 et les PCO2 artériels. Donc les PO2 et PCO2 du sang artériel, qui sont maintenues constantes. Donc on va avoir le système, c'est le système nerveux central. On va avoir en fait le générateur, ce qu'on appelle le générateur central de la ventilation. Il est maintenu dans le système nerveux central dans une structure qu'on appelle le tronc cérébral. Et le tronc cérébral va envoyer des fibres nerveuses vers les muscles. Ce sont les muscles respiratoires. Et on verra qu'il n'y a pas que les muscles de la cage thoracique. Il y a d'autres muscles aussi. C'est une régulation très fine. Ces muscles respiratoires, ils vont avoir une activité plus ou moins importante, adaptée pour que les PO2 et PCO2 artériels soient maintenus constantes. Alors maintenant, quels sont les récepteurs? Parce que là, il nous manque les récepteurs. Alors les récepteurs, il y en a de plein de sortes. Les plus importants, ce sont dont on va parler, c'est ce qu'on appelle des chémorécepteurs. Comme le nom l'indique, c'est des récepteurs sensibles à des valeurs chimiques. Et donc, ils vont être sensibles aux valeurs de PO2, de PCO2 ou de pH. Donc, on a des chémorécepteurs dits centraux parce qu'ils sont situés dans le système nerveux central et ils sont sensibles à la PCO2, donc pression artérielle, pression partielle artérielle dans le sang artériel en CO2 ou au pH. On va en parler un peu plus. Des chémorécepteurs dits périphériques parce qu'ils sont situés en dehors du système nerveux central et ils sont sensibles à la pression partielle artérielle en oxygène, en CO2 et au pH. Mais on a d'autres récepteurs, notamment par exemple des mécanorécepteurs au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau du système locomoteur. Par exemple, si vous vous mettez à faire un exercice, il y a des mécanorécepteurs au niveau des articulations qui vont envoyer cette information au niveau du système nerveux central pour que finalement la ventilation s'adapte au fait que vous faites un exercice et que donc l'organisme a besoin de plus d'oxygène. Il y a aussi, vous le savez bien, d'autres possibilités d'informations qui arrivent au système nerveux central, qui sont des informations sur la douleur, sur les émotions, sur la température. Dans ces cas-là, vous n'allez pas avoir la même ventilation que si vous n'avez pas, par exemple, mal. Et puis, il y a également des informations qui viennent du cortex et des centres supérieurs qui vont aller vers donc, ces centres de la ventilation. Et donc, toutes ces informations vont être intégrées au niveau du tronc cérébral et du coup, les muscles vont se contracter de façon adaptée. Donc voilà la boucle. Alors la première partie, on va parler des effecteurs, on va parler un petit peu des muscles, pas beaucoup, mais un petit peu. Ensuite, on parlera un peu du tronc cérébral. Vous verrez pas beaucoup non plus parce qu'en fait, on ne connaît pas très bien le détail. C'est extrêmement complexe et on ne sait pas très très bien comment ça fonctionne. Il y a pas mal de recherches dessus, mais pour... voilà, en P2, ce n'est pas la peine qu'on aille dans les détails, donc ça va être assez rapide. On va parler un peu plus des chémorécepteurs, surtout les chémorécepteurs centraux et les chémorécepteurs périphériques. Les autres, c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup. Et puis au final, on fera la réponse ventilatoire globale. Donc voilà le plan. Alors les effecteurs, donc qu'est-ce que c'est les effecteurs pour notre système? C'est les muscles respiratoires. Ce sont des muscles squelettiques. Donc, si vous allez revoir sur la structure des muscles, c'est des muscles squelettiques avec la myosine, etc., toute la structure des muscles squelettiques. Puisque ce n'est pas des muscles lisses. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, peut-être l'année dernière, non hein, voilà. Donc, ce n'est pas du muscle lisse, ce n'est pas du muscle cardiaque, c'est du muscle squelettique. Alors, ils ont ce qu'on appelle une activité phasique. Une activité phasique, parce qu'en fait, ils se contractent et se décontractent donc, tout au long de l'existence. Et le but, bien sûr, c'est d'assurer la ventilation pulmonaire tout au long de la vie. Et là, je remets ce que je vous ai déjà dit par oral. En fait, ils ont une commande donc extrinsèque, c'est-à-dire en dehors d'eux, puisque il n'y a pas de cellule pacemaker dans le muscle. Ils ont une commande extrinsèque qui vient du système nerveux central, qui a deux composantes. Une automatique, dont dite neurovégétative, qui est située au niveau du tronc cérébral, et puis bien évidemment consciente également, puisque vous pouvez, vous, volontairement, bien sûr, aller au-dessus de cette commande automatique, et puis décider de faire la ventilation que vous souhaitez, vous mettre en apnée ou ventiler de façon plus importante. Et ça, d'ailleurs, c'est utilisé, bien sûr, au moment des épreuves fonctionnelles respiratoires. On va demander aux patients de faire certaines manœuvres pour pouvoir mesurer les différents volumes qui nous intéressent. Donc, commande extrinsèque et de deux types, soit automatique, neurovégétative, soit consciente. Alors, quels sont les muscles? On a des muscles de la cage thoracique. Et dans les muscles de la cage thoracique, il y a des muscles inspiratoires et des muscles expiratoires. Muscle inspiratoire, il y en a un dont il faut vous souvenir, c'est le principal, bien sûr, on en a déjà parlé, c'est le diaphragme.
Donc ici, le diaphragme est extrêmement important, muscle inspiratoire qui va être en permanence actif, puisque même pour la respiration, donc avec le plus petit volume que vous avez en ce moment, le volume courant, c'est le diaphragme qui va permettre cette inspiration et donc cette arrivée de 500 ml d'air dans l'appareil respiratoire. Donc le diaphragme est extrêmement important. Et puis d'autres muscles inspiratoires, par exemple des intercostaux externes qui vont pouvoir être mobilisés si on modifie si on augmente les volumes inspiratoires. Muscles expiratoires thoraciques, eh bien, il y a des intercostaux internes qui sont plutôt expiratoires. Et puis il y a d'autres muscles expiratoires, c'est les muscles abdominaux. Ça, c'est des muscles expiratoires. Donc je vous rappelle, à l'expiration, en respiration calme, là, il n'y a pas de muscles expiratoires qui sont contractés. Vous vous rappelez, c'est uniquement l'arrêt de la contraction du diaphragme qui va faire que, du coup, vous allez avoir l'expiration. Si jamais je vous demande d'expirer plus à fond, c'est là où les muscles expiratoires entrent en jeu, et donc les intercostaux internes et les muscles abdominaux. On va voir aussi que les muscles des voies aériennes supérieures jouent un rôle. Et pourquoi ils jouent un rôle? Parce qu'ils vont permettre, en fait, la commande ventilatoire, elle va organiser la contraction de ces muscles de façon coordonnée. Et c'est là où un exemple, bon, tout ça, c'est pas à savoir, mais enfin, en détail, bien évidemment, c'est à avoir bien compris. Par exemple, en quoi les muscles inspiratoires, c'est important? Bien, si ici, vous savez, on a une contraction diaphragmatique, en fait, on crée une pression inspiratoire négative, puisqu'on a une pression au niveau de l'alvéole qui va être plus basse que la pression barométrique du fait de la contraction diaphragmatique. À ce moment-là, au niveau des voies aériennes supérieures, il y aurait, si jamais il ne se passe rien, il y a un collapsus, et donc ici, ce qu'on appelle un collapsus inspiratoire des voies aériennes, c'est-à-dire en fait les muscles qui, du coup, du fait de cette pression inspiratoire négative, vont se collaber et empêcher ici un passage de l'air. Alors, si on regarde en fait l'activité au niveau des nerfs, si on mesure l'activité au niveau des nerfs qui sont destinés aux muscles des voies aériennes supérieures, ça c'est ce qu'on appelle les paires crâniennes, c'est des nerfs qui viennent donc du tronc cérébral. Et puis, si on regarde l'activité des nerfs destinés aux muscles thoraciques, notamment la racine C4, qui en fait est le nerf phrénique qui va au diaphragme. Et on regarde, donc on enregistre leur activité à ces nerfs en fonction du temps. On voit qu'ici, on a donc une activité au niveau de C4, donc au niveau du nerf phrénique, ça c'est l'activité qui va commander la contraction du diaphragme. Bien, on voit qu'en fait, on a une activité avant qui se passe au niveau des nerfs destinés aux muscles des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord, mais c'est en quelques millisecondes, une contraction ici des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, et ensuite une contraction diaphragmatique, qui fait qu'en fait, quand la pression inspiratoire négative apparaît, il y a eu une contraction des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, et donc il n'y a pas de collapsus. Donc en fait, là, à chaque inspiration, il y a une contraction coordonnée des différents muscles qui est extrêmement fine et extrêmement adaptée, bien évidemment, à une bonne ventilation. Par exemple, quand vous avez le hoquet, je vais être un peu simpliste, mais quand vous avez le hoquet, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une contraction diaphragmatique qui n'est pas justement coordonnée, donc qui arrive en dehors de tout système ventilatoire coordonné. Et comme vous avez une contraction diaphragmatique, vous avez justement, sans qu'elle soit coordonnée, vous n'avez pas eu de contraction au niveau des voies aériennes supérieures, et c'est ça qui crée le collapsus, et finalement cette sensation de hoquet et ce bruit de blocage.